Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui une comédienne de talent qui s'est essayée avec brio à un tout nouvel exercice, celui de l'écriture littéraire et du roman. Et on va en parler avec elle directement. Mélanie Page, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très contente de faire cette interview. Moi aussi. Alors, tu publies ton tout premier roman chez Albin Michel qui s'intitule Peau à peau. Et c'est un ouvrage absolument sublime, j'ai envie de te dire, qui explore la maternité et la filiation dans toute leur complexité. Ce sont des thèmes qui sont assez universels. Tout le monde peut s'y retrouver, évidemment les mamans, les femmes qui sont enceintes, les grands-mères, les jeunes femmes et les hommes, c'est important de le dire. On va en parler d'ailleurs plus en détail dans cette interview. Et c'est des sujets qui sont aussi assez infinis, j'ai envie de dire. Pourquoi avoir eu envie d'écrire là-dessus ? Alors déjà pour tout ce que tu viens de dire, et parce que pour moi dans la maternité contient tout. La maternité c'est la vie. Il y a toutes les émotions, on peut traverser quand on est mère, toutes les émotions complexes. On peut aller chercher ce qu'il y a derrière. C'est pas juste noir, juste blanc. C'est jamais que de l'amour, que de la joie, ou que de la peine, ou que de la colère. Tout est toujours mélangé. Donc pour un écrivain, c'est extraordinaire. Moi, ce qui me plaît quand j'écris, je pense que j'écris aussi un peu comme une comédienne, c'est de me mettre dans la peau des personnages. D'ailleurs, d'où le titre Peau à peau. Je me suis mis dans la peau de ces mères et j'ai vécu émotionnellement, charnellement, ce qu'elles vivent dans ce que je leur fais vivre justement dans ces histoires. Et donc comme la maternité de fait c'est assez organique, moi j'aime bien justement décrire ça, j'aime bien l'écriture organique, c'est-à-dire que je parle de ce qu'on ressent, dans la peau, sous la peau, de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, même de ce qu'on sent au niveau des odeurs. Pour moi, il faut que le lecteur ressente ce que l'écrivain a ressenti. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai ressenti des émotions vraies en l'écrivant. J'ai vraiment vécu ce que ces mères ont vécu en l'écrivant. Et donc, j'ai envie que le lecteur ressente tout ça dans sa chair. Et quoi de mieux pour ça que de parler de maternité ? Et effectivement, ça s'adresse à tout le monde. Bien évidemment que les mères vont se reconnaître peut-être plus, même si on se reconnaît de toute façon pas dans tous les portraits. Non, pas dans tous, mais quand même dans plusieurs histoires qui sont liées. D'ailleurs, en plus, ce sont des histoires qui sont liées. On retrouve un petit peu les personnages, on voit leur évolution, on va pas trop en dire, mais on voit quand même leur évolution et on les suit, donc on s'attache aussi à ces personnages. Et puis même si on n'est pas mère, on a tous une mère. Et d'ailleurs, si on n'en a pas une, de toute façon, ça nous a impacté. Donc quoi qu'il arrive, la maternité, ça parle à tout le monde. Et puis les hommes peuvent aussi du coup se mettre dans la peau ou comprendre davantage dans leur la femme peau ou les des femmes de femmes. manière générale. Ouais, exactement. Et j'ai eu des retours d'hommes vraiment hyper émouvants qui m'ont dit des choses vraiment très belles. Quelque part, je ne m'attendais pas à ce que ça les touche autant, je dois avouer. Et ça m'a d'autant plus fait plaisir de me dire que des hommes ont été touchés par ces mots qui sont vraiment... Enfin, je parle vraiment de la femme dans son ensemble, même si j'en parle par le biais de la maternité. Et de me dire que les hommes ont aimé se mettre dans la peau de ces femmes que j'ai décrites, ça me plaît. Ton roman débute d'ailleurs avec l'accouchement, donc les peurs, les doutes. De ne pas être à la hauteur, de ne pas aimer son enfant, c'est quelque chose qui peut traverser finalement les femmes et les hommes aussi, ils peuvent avoir ces doutes-là et ces craintes-là. Et puis finalement, quand l'enfant arrive, le fait que la mère découvre vraiment ce que c'est réellement d'aimer, et puis elle se dit à ce moment-là, je ne pourrai plus jamais passer un seul instant sans mon enfant. Donc il y a finalement un mélange entre l'évidence de ce nouveau lien mère-enfant et puis aussi la complexité, l'étrangeté de ce nouveau lien. C'est quelque chose que tu as toi-même ressenti quand tu as accouché, Alors, je dois avouer que en fait, à chaque fois, c'est vraiment pas du tout autobiographique. Bizarrement, c'est mon ressenti, mais vraiment dans la peau d'autres mères. Et donc, même l'accouchement, moi, j'ai pas vécu exactement ça comme ça. En revanche, quand je me suis mise dans la peau d'une mère qui accouchait, c'est ça qui est sorti, c'est ça qui est bizarre. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais rien que tu reparles du chapitre, j'ai vraiment les poils, c'est-à-dire que ça me fait quelque chose physiquement, il y a un truc qui se passe en moi et quand j'écrivais, vraiment, parfois je pouvais pleurer, rire, être angoissée. Et ce qui m'importe, c'est de mettre tout ça dans des mots, de choisir les bons mots exactement qui vont transcrire ça. Le rythme des phrases aussi
est important pour moi, et presque la mise en page est importante. Pourquoi on passe à la ligne, pourquoi on saute une ligne, parce qu'à ce moment-là, ça respire. Je sais pas, il y a un truc comme ça de... Vous voyez, je fais même le mouvement. Ouais. En fait, pour moi, un livre, quand on l'écrit, on le vit, et donc quand on le lit, on doit le vivre aussi. Quand je suis lectrice, j'ai envie que l'auteur me fasse vivre et ressentir des choses. Et c'était quoi la question? Parce que je suis partie beaucoup trop loin. Non, je disais que ah oui, l'accouchement, l'accouchement, oui, l'accouchement, il y a un l'accouchement. mélange entre l'évidence et puis aussi l'étrangeté, quoi. Bah, c'est ça, et en fait, moi, l'accouchement, je ne l'ai pas vécu exactement comme ça, même s'il y a évidemment des choses que j'ai ressenties, que j'ai écrites. Mais en fait, c'est ce carrefour d'un coup, d'un moment qui devient de facto l'un des moments les plus importants de notre vie, qu'on le vive bien ou pas. Ouais. Déjà, on s'en souviendra toute notre vie. Et tout est cristallisé, tout est... Quand on vit quelque chose d'important, je ne sais pas si ça te fait la même chose, mais on se souvient de tout, d'images, et on sait qu'on s'en souviendra toute notre vie comme une photo, comme si c'était comme ça placardé dans notre mémoire. Et on se souvient d'odeurs, de sons, du son de la voix de quelqu'un, du son d'une porte qui claque, machin, tout est fixé. Et donc, comme l'accouchement est de fait un moment dont on se souviendra toujours, j'avais aussi envie de parler de tous ces ressentis dont on sait qu'ils ne nous quitteront plus jamais. Et effectivement, le moment où le bébé est là, il y a comme une évidence. Ça ne veut pas dire que forcément on l'aime de toute notre âme à partir du moment où on le voit à la seconde. Ça peut être beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus long. La rencontre peut se faire plus tard. Mais il y a quand même quelque chose de fou au moment où on pose le bébé sur nous, c'est qu'on se dit, on a fabriqué ce petit être quand même. La magie de la vie, la magie de donner la vie, c'est un miracle. Et donc on assiste à ce miracle, on se dit, waouh, mais c'est moi qui fais ça, quoi. Ouais. Cet être qui va vivre sa vie, qui va être indépendant, qui va vivre sans nous, mais on l'a fabriqué dans notre chair, c'est fou. Ouais. Ce moment-là est forcément dingue. Et il y a aussi ce deuil peut-être justement à faire pour certaines femmes entre le moment où elles sentent l'enfant dans leur corps et le moment où il vient au monde. Et donc il y a aussi peut-être ce pot à pot, et c'est le titre de ton livre qui va leur manquer, une sorte de vide entre la grossesse et la vie séparée aussi. Ouais. Ce titre, il vient de là. Comment tu as choisi ce titre pot à pot? Le titre, c'est un peu un mélange, c'est-à-dire qu'effectivement il y a le pot à pot qui tout de suite fait penser à la naissance, à ce lien avec le bébé, ce premier lien, et en même temps le fait que je me suis mis dans la peau de toutes ces mères, c'est pour ça que j'ai mis pot à pot avec des X. On passe d'une peau à l'autre. Je me suis mis dans la peau d'une mère, puis d'une autre, et le lecteur va donc se mettre dans la peau de toutes ces mères. Et donc on passe de peau en peau. Oui, tu as le pot à peau, voilà. Le pot en peau. Voilà, et en commençant par un pot à peau avec l'accouchement. Tu évoques aussi ce chiffre qui est assez impressionnant, une grossesse sur 4 qui débouche sur une fausse couche. Oui. Et tu te poses ces questions, pourquoi autant de silence autour d'un phénomène si répandu? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on ne présente pas les femmes en fait que c'est monnaie courante? Oui. Justement. Ouais. Moi j'aurais bien aimé qu'on me le dise honnêtement. C'est fou en fait qu'un sujet qui donc touche autant de monde soit autant passé sous le tapis, ce qui crée beaucoup de culpabilité en fait pour les femmes qui se disent mon corps n'a pas réussi à retenir, enfin j'ai failli quelque part. Déjà rien que le terme fausse couche, pourquoi fausse couche? On a été vraiment enceinte, c'est vrai ce qui nous est arrivé. Voilà, donc déjà le terme je trouve il n'est pas bien choisi. Et puis, oui, il y a souvent beaucoup de culpabilité, même je pense au sein des couples, ça se dit pas forcément, mais il y a ça peut aboutir à des séparations. Ça peut même aboutir à des séparations au pire, mais en tout cas, une espèce de tension d'un truc où, même s'il le dit pas, l'homme peut en vouloir à sa femme de pas avoir su retenir ce bébé qui était le sien aussi. Enfin, c'est très complexe. Et pourquoi ne dit-on pas? Pourquoi est-ce qu'on n'allège pas cette chose qui est aussi commune? Parce que la nature fait son tri en fait. C'est comme ça. Il y a des bébés qui ne sont pas faits pour aller au bout. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire des fausses couches. Parfois effectivement, il y a quelque chose dans le ventre de la maman qui
qui peut d'ailleurs se traiter, ou qui, enfin, voilà, ou qui fait que la nidification ne se fait pas. Mais parfois, c'est juste parce qu'en fait, cet embryon-là n'était pas viable. Voilà. Et donc, le corps s'en débarrasse. Et on serait peut-être aussi moins triste de se dire, en fait, déjà, c'est pas de ma faute. C'est pas parce que, je sais pas, j'ai fait du 4x4 et que, voilà. C'est juste que là, celui-là, il ne devait pas aller au bout. Et c'est pas grave, on va s'y remettre et on en aura sans doute d'autres. Enfin, ça allégerait beaucoup et ça enlèverait beaucoup de tristesse, de poids. Et puis on pourrait en parler aussi. Ouais, je sais pas pourquoi on n'en parle pas. Tu dis une fausse couche, c'est un brouillon, une esquisse qui permet de mieux vivre une seconde grossesse. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Oui, on peut le prendre positivement, même si évidemment ça ne peut pas être un moment de joie. Non, bien sûr. Évidemment, mais on peut se dire, ok, bon, alors cette petite âme-là, c'était pas... En fait, non, elle n'était pas faite pour arriver à ce moment-là. Ce corps-là n'était pas viable, ça ne pouvait pas se faire. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un autre enfant qui m'attend et on va l'accueillir avec plein d'amour si la grossesse va à son terme, parce qu'en plus, parfois, on peut faire plusieurs fausses couches. C'est ça qui décourage aussi, surtout bien les sûr, jeunes femmes. Bien sûr, et puis oui, 1/4, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, 1/4. Et surtout que personne n'en parle, c'est encore tabou, mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'ai des copines qui vont pas me le dire ou qui me le disent seulement après, quand elles ont eu l'enfant en question. Exactement. Ah, au fait, j'ai fait une fausse couche. Oui. Mais c'est pour ça que les femmes sont étonnées d'en faire, parce que comme on n'en parle pas, et les médecins non plus. Hein. Enfin, moi, je sais que ça n'a pas trop été... Alors oui, on dit aux femmes de ne pas en parler avant le 3e mois, enfin avant 3 mois. Donc, ça veut bien dire quelque chose, mais on ne dit pas pourquoi. On dit juste qu'il ne faut pas en parler avant 3 mois. Ah bon? Ok. Mais évidemment que la première fois, on a juste envie de le crier sur tous les doigts, d'appeler toute la famille. Et un personnage le fait d'ailleurs, et sa mère à ce moment-là quand même la met en garde en mode fais quand même attention. Et c'est quelque chose qui là la travaille pour le coup peut-être un peu trop, donc il y a aussi un juste milieu à trouver. En tout cas, c'est vrai que la première réaction de dire ça, au lieu de bravo ma fille, je suis si contente pour toi, ça peut être très maladroit. Mais en fait, à partir du moment où il y a des non-dits, les non-dits amènent les mal-dits, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le fait de ne pas parler de sujet fait que ça devient très maladroit souvent. Parce que comme on n'a pas l'habitude d'en parler, on ne sait pas en parler, on en parle mal, voilà. Et du coup, ça crée une complexité qui devrait... Qui pourrait être tout à fait simplifiée si les femmes savaient, et si tout le monde savait, les hommes aussi, si tout le monde savait qu'une grossesse sur 4 se solde par une fausse couche. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et tu évoques aussi évidemment le changement physique qui va avec une grossesse. Oui. Les kilos en trop, les vergetures qui apparaissent, le ventre qui grossit. Non mais moi tu vois, j'ai pas encore d'enfant, c'est quelque chose, cette transformation physique qui me fait profondément peur dans le sens où aujourd'hui je fais attention, je fais du sport, je mange bien et de voir ce corps-là finalement se transformer, c'est quelque chose qui me plaît pas trop, tu vois, c'est pas un truc qui... Qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux jeunes femmes qui comme moi ont un petit peu alors moi j'ai envie... Alors là je peux parler que de mon expérience à moi. De toute façon, chaque grossesse est unique, c'est-à-dire que même quand même une femme peut vivre chaque grossesse différemment. Donc, personnellement, je pense qu'il faut évidemment encore une fois déculpabiliser les femmes. Oui, le corps va de fait se transformer, il va se transformer différemment dépendant des femmes et de leur organisme. En règle générale, si tout va bien et qu'on n'a pas compensé en passant du côté de la gloutonnerie parce que d'un coup, mais juste en vivant les choses normalement, a priori, normalement, tout va se remettre en place. Alors la peau, ce sera peut-être un peu plus ou moins distendue et tout ça, mais il faut juste en revanche laisser le temps au temps, ça ne va pas se remettre en un mois, voilà. Et puis en plus, on est fatigué à ce moment-là, donc c'est vrai que oui, après l'accouchement, mais si on est accompagné par quelqu'un d'aimant, un homme ou une femme, si on était avec une femme qui va continuer à nous regarder avec les yeux de l'amour, d'autant plus qu'on a quand même, on lui a quand même donné un enfant, donc on peut quand même nous dire merci tous les jours. Hein. Donc s'il y a un regard aimant qui fait qu'on on sent qu'on a le temps pour se remettre et que ça c'est finalement un détail et que le corps va revenir à peu près à ce qu'il était si on a à moins d'avoir eu des problèmes, des désordres alimentaires à ce moment-là. On se détend, tout va bien. De toute façon, le corps, qu'on ait des enfants ou pas, il va se transformer. Et chez les hommes aussi, j'ai envie de dire.
parfois moins attention que nous aussi. Oui, aussi, mais bon, le petit bidou à 40 ans, voilà, et pourtant ils n'ont pas eu d'enfant. Donc on les fait pas chier avec ça, nous faites pas chier non plus. De toute façon, le corps se transforme tout au long de notre vie. Oui. Donc voilà, la grossesse, c'est juste qu'évidemment, ça va vite. C'est-à-dire qu'il y a mais ça peut être. Mais moi, je me trouvais sublime enceinte. Ouais. Mais vraiment, moi, pour moi, une femme enceinte, c'est sublime. C'est tellement beau. Alors, les seins, évidemment, grossissent, le ventre qui s'arrondit. Moi, je trouvais ça. Je me prenais en photo tous les jours. La première grossesse, je me trouvais sublime, vraiment. Et je trouve ça triste que des femmes puissent vivre ça autrement. Mais c'est pas parce qu'elles veulent le vivre autrement, c'est parce que le regard qu'elles interprètent parfois, mais parfois les regards qu'on pose sur elles sont difficiles. Alors que tout le monde devrait trouver les femmes enceintes les plus sublimes. Puis elles sont en train de donner la vie. Donc, merci beaucoup en fait. C'est vrai, t'as raison. Il y a 2 chapitres aussi qui m'ont beaucoup touchée. Donc on a dit, c'est des histoires qui sont liées. Et il y a un chapitre sur une femme qui va devenir grand-mère et qui voit à ce moment-là toute sa vie finalement défiler, parce qu'elle va changer de génération. Donc elle se revoit enceinte, donnant la vie, élevant sa fille, etc. Et puis il y a sa propre fille qui, elle, va devenir maman, mais qui redevient aussi, j'ai envie de dire, une petite fille dans le sens où elle a beaucoup de craintes et elle a de nouveau un petit peu besoin de sa mère pour ses conseils, son expérience. On peut aussi dire que le fait de donner la vie, c'est une expérience intime et qui va peut-être permettre aussi de ressouder une mère et sa fille ou une famille entière même. Tout à fait. Je pense, moi parfois je dis à mes enfants, bon, tu verras, quand tu seras mère, quand tu seras père, tu verras, tu me comprendras. Donc là pour l'instant, ok, tu sais pas pourquoi je te dis ça, mais on en reparle quand tu seras maman, ok ? Ouais. Parce que en fait, quand on devient mère ou père, pour le coup ça marche dans les deux sens, on comprend nos parents différemment. Et donc, je pense qu'on pardonne certaines choses, il y a des colères qui peuvent un peu se calmer. Alors, c'est pas forcément dans ce sens-là, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on devient mère ou père, il y a aussi cet effet miroir de l'enfant, surtout quand c'est un enfant du même sexe, ou quand on est mère d'une petite fille, par exemple. En fait, on revit, surtout le premier enfant, on revit un peu tout ce qui était dans notre inconscient revient en miroir et on se revit presque bébé, petite, et donc ça peut être un peu compliqué aussi. Et donc il peut aussi y avoir des choses qui ressurgissent au niveau familial. Enfin, en tout cas, ça peut appeler à une conversation qu'on n'avait pas eue avant. Ce qui peut au final déboucher à quelque chose de plutôt positif. Voilà, ouais. Ce qui est sûr, c'est que ça remue un peu tout. Voilà, ça remue le passé. Donc il y a des choses qu'on va comprendre sur nos parents, qu'on va accepter, qu'on va pardonner entre guillemets, si tant est qu'il va pardonner quelque chose, mais qu'on va en tout cas comprendre dans notre chair et d'un coup se dire ah ouais non c'est pas si facile quand même. Donc je comprends qu'à ce moment-là elle en a eu marre, que moi qu'est-ce que j'ai dû la faire chier. Enfin voilà, on peut se dire des trucs qu'on n'avait pas compris quand on était jeune et où d'un coup et puis quand on est mère on les comprend aussi à toutes les étapes. C'est-à-dire quand on est mère d'ado on comprend encore d'autres choses aussi on se dit ah ouais quand j'étais ado et que j'ai fait ça mais ça a dû la rendre dingue. Voilà, donc oui, de toute façon les cartes sont rebattues. J'ai envie de dire que la maternité rebat les cartes dans les familles, dans le couple et en soi. Quoi qu'il arrive, une naissance et l'arrivée d'un enfant, ça rebat les cartes. Donc il faut être un peu solide pour être prêt à rebattre ces cartes parce qu'il y a des choses positives qui vont sortir, mais pas que. Voilà. Donc moi je conseille, après chacun fait comme il veut, moi j'ai fait 7 ans d'analyse avant de faire les enfants. En fait. Ah ouais. Oui, parce que je me suis dit, j'ai quand même 2-3 casseroles, des choses qu'on m'a transmises, des bons petits bagages foireux, genre allez, tiens, prends ça, que j'avais pas envie forcément de transmettre. Ouais. Et c'est pas mal de faire le tri avant. Ah, mais je pense être en paix avec soi-même avant de et puis savoir s'occuper de soi-même. Oui, d'avoir répondu à des questions qui n'avaient pas de réponse. Voilà. Donc, évidemment, chacun fait comme il veut, mais je pense que de faire un travail sur soi-même avant de devenir parent, ça vaut pour les deux, c'est pas mal. Après, ça ne fera pas de nous des parents parfaits, il n'y a pas de parents parfaits, et tant mieux, comme il n'y a pas d'enfants parfaits, voilà.
Mais on va tromper avec soi effectivement avant de donner la vie. Voilà, on peut éviter deux, trois bêtises. Voilà. On parlait de cette femme qui devient grand-mère et les grands-parents, c'est aussi, ils ont aussi une place importante finalement dans ton livre. Alors leur éducation est beaucoup plus light, mais elle est aussi importante, j'ai envie de dire. Et puis, il laisse des souvenirs indélébiles dans la mémoire des petits-enfants. Moi, je trouve que c'est vraiment des figures, c'est des piliers en fait dans la vie d'enfants. Quel souvenir, toi, est-ce que tu gardes de tes grands-parents et quelle enfance as-tu partagé avec eux? Alors moi, je pense que j'ai pas mal parlé des grands-parents parce que j'ai une frustration de ce côté-là. J'ai pratiquement pas connu mes grands-parents parce que je les ai perdus très, 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 très jeunes, voire avant ma naissance, à part le père de mon père, mais que je voyais très peu et que j'ai plus trop vu après l'âge de 8-9 ans, 10 ans on va dire. Donc j'ai cette frustration moi, de ne pas vraiment avoir eu de rapport avec les grands-parents. Je l'ai beaucoup fantasmé en fait, ce rapport, parce que je vois et je sens que ça peut être fou en fait. Et moi j'ai très très envie d'être grand-mère. Alors là pour le coup je pense que je serai une grand-mère fabuleuse. Je veux pas m'envoyer des fleurs, mais parce qu'il y a en fait on a la meilleure partie quand on est grand-parent. C'est ça. Parce qu'on a l'amour, la transmission, on peut leur apprendre des choses, mais on n'a pas le quotidien, la fatigue, enfin voilà. Oui, et puis c'est plus cool. Les inscriptions à l'école, d'avoir le stress de machin, les rapports avec les profs, les devoirs. Enfin, en fait, tout ce qui est vraiment relou, on l'a pas. On n'a que le bon part. Peut-être que je fantasme trop, mais moi j'ai super hâte d'être grand-mère. Et donc je sais à quel point ça m'a manqué, et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais aussi écrire là-dessus, parce que pour moi c'est très important. C'est très important. Pour moi, pour le coup, ça m'a façonné, je crois. Oui. Mais les grands-parents peuvent être des figures parentales presque parfois plus importantes que les parents. D'ailleurs, parfois c'est eux qui élèvent les enfants. C'est eux qui gardent les enfants quand les parents travaillent, etc. Mais c'est passé, tu vois. Donc, oui. Et puis toutes les vacances, et puis voilà, ça peut être vraiment un élément très important dans la vie d'un enfant, d'un ado et d'un adulte. Tu abordes aussi ce sujet-là aussi très important de la femme, encore une fois, enceinte, et qui va du coup mettre aussi un petit peu ses ambitions professionnelles de côté. Enfin, qui n'a pas envie de les mettre de côté, justement. Envie, et en fait, qui retarde un petit peu le moment d'annoncer à ses employeurs, à ses patrons, à ses collègues, même qu'elle est enceinte. Elle a peur finalement de voir le regard des hommes changer, en mode t'es moins capable, t'es plus fatiguée. Elle a peur de voir les femmes aussi vouloir un petit peu lui piquer la place, quoi. Donc, bien sûr. Tu crois que ça a changé, ça a évolué, c'est un petit peu quand même, c'est toujours d'actualité? Alors, c'est toujours d'actualité, ça c'est certain. Que ça a évolué, j'ai envie de dire, j'espère, je pense quand même, si on prend, on va dire, sur 50 ans, ça a bougé, mais je pense qu'on a encore un très très long chemin à parcourir. C'est pour ça que les femmes ou les hommes qui disent les féministes elles font chier, non, en fait elles font pas chier du tout. J'ai envie de dire que tout le monde devrait être féministe, parce que les féministes, qu'est-ce qu'elles demandent? Et d'ailleurs, je peux me reconnaître totalement en tant que féministe. Qu'est-ce qu'elles demandent? Elles demandent juste l'égalité. C'est même pas... Voilà. Donc, ça devrait être un combat évident. Et donc, dans cette égalité, il y a effectivement le fait que, de fait, les hommes ne tombent pas enceintes. Donc, ça, c'est une inégalité dans le sens qui peut être vécue dans les deux sens, parce qu'il y a des hommes qui vivent en fait mal, même s'ils ne le disent pas, mais mal le fait que ce soit la femme qui ressente tout ça, et qui ne pourront jamais ressentir ça, ni avoir cette force-là, ni ce pouvoir-là de créer la vie, qui est quand même le plus grand des pouvoirs. Mais donc, il y a cette inégalité de si la femme tombe enceinte et qu'elle a un poste... on va dire à responsabilité, ou en tout cas voilà, un poste où elle est difficilement remplaçable à certains moments, certains endroits, c'est un problème. Donc c'est vécu comme un problème, et en tout cas c'est relayé comme un problème aux yeux des collègues, des patrons, voilà. Et alors que, évidemment, que des solutions peuvent exister, que si on accompagnait mieux les femmes, dans les modes de garde, dans tout, en fait, ne serait-ce que dans la vision, tout serait absolument gérable. Mais à partir du moment où on prend la question comme un problème, justement,
en fait, c'en est un, ça en devient un de fait. Et donc, quelque part, on fait à nouveau culpabiliser les femmes avec, ouais, mais elle va pas partir combien de temps? Et puis quand elle reviendra pas vraiment complètement. Parce elle sera fatiguée. Elle aura envie d'aller chercher son enfant, machin. Alors déjà, bah oui, pourquoi pas? Pourquoi elle n'aurait pas le droit de... Voilà, mais tous les temps s'aménagent. En fait, si on ne prend pas ça comme un problème, mais comme une situation à gérer, tout se gère. Mais on a du chemin à parcourir pour ça. Toi, tu t'es arrêtée de travailler pendant 8 ans. Ouais. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Ouais. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette période? Alors, pour le coup, il ne faut pas non plus juger les femmes qui, elles, choisissent de s'arrêter de travailler pour ça, parce que si on peut, alors évidemment, parce que parfois je reçois des messages sur ces fabuleux réseaux sociaux qui sont toujours tellement pleins d'empathie. Oui, évidemment, toi t'as pu, parce qu'en plus tout le monde nous tutoie, hein, même si quand on ne nous connaît pas, ça j'adore. Toi tu peux, machin. Oui, évidemment, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce luxe de m'arrêter. Oui, parce qu'on ne veut pas voilà, parce que j'avais les moyens de le faire, puisque mon mari pouvait travailler pour deux, j'allais dire. Voilà. Mais quand on a cette possibilité et qu'on en a envie, c'est pas toujours non plus évident, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le regard de la société sur les mères qui ne font que ça, et alors le que énorme guillemets, hein, parce que c'est beaucoup. C'est un travail à temps plein. Hein. Ah, mais c'est un travail à temps, mais beaucoup plus qu'un vrai travail, parce que ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête pas à 17h en fait. À 21h, 20h quand tu vas coucher. Et encore, c'est du 24 sur 24. Ouais. Non, c'est un boulot 24 sur 24 non rémunéré. Mais vous voulez faire ça les hommes? Allez, faites-le. Voilà. Au lieu de nous critiquer. Voilà. Donc, et les femmes qui ont le luxe de pouvoir faire ce choix de s'occuper des enfants, sont pas toujours en fait bien vues et considérées. C'est-à-dire, alors soit on est vu comme une rétrograde de non, maintenant les femmes faut qu'elles continuent à travailler, parce que alors que si on a cette envie à ce moment-là, il faut s'écouter. En plus, j'ai pas arrêté de travailler après la première. Pour le coup, j'ai arrêté de travailler après la naissance de la deuxième. Parce que c'est vrai que j'avais l'impression qu'arriver à 2, j'arriverais pas à tout concilier, parce que j'avais vraiment envie de... En fait, après la première, j'ai dû recommencer à travailler après 4 mois, et j'ai arrêté d'allaiter. À un moment, j'avais pas du tout envie d'arrêter d'allaiter. Ma fille l'a hyper mal vécu, je l'ai hyper mal vécu. Et je me suis dit, en fait, waouh, c'est pas ça que je veux. J'ai envie de vivre les choses à fond, aussi longtemps que je veux l'allaiter, jusqu'à ce que je veux arrêter d'allaiter. Je veux être là pour tous les premiers moments. Je ne veux pas louper. Voilà, c'est ça. C'était mon choix, c'est comme ça que moi je voulais le vivre. J'ai eu la chance de pouvoir le vivre comme ça. Et effectivement, quand j'ai été prête à retourner à travailler, ma très grande chance aussi, ça a été de pouvoir, parce que quand on est comédienne, c'est pas toujours le cas, en fait, qu'on m'ouvre quand même la porte, et que je recommence à travailler, même plus qu'avant. J'ai jamais autant travaillé que depuis que j'ai recommencé à travailler. Donc, je mesure ma chance dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Je travaille aussi beaucoup. C'est pas que de la chance. Mais c'est vrai que j'ai pu faire ça. Je ne regrette pas du tout. Je regrette pas du tout d'avoir arrêté. Je regrette pas du tout d'avoir repris. Et j'ai repris sans aucune culpa. Et je pense que pour le coup aussi, c'est bien pour les enfants d'avoir un modèle de maman qui travaille. Parce que justement, les parents sont des modèles, et de leur montrer qu'on peut être heureux aussi en dehors du foyer, trouver son bonheur et s'épanouir professionnellement, c'est un bon exemple. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Les mères qui travaillent, il ne faut absolument pas culpabiliser. On leur montre que voilà, ça fait partie de notre vie, que ça peut nous épanouir, qu'on peut être épanoui hors de eux, être heureux sans eux, pour que eux puissent être heureux sans nous. Et puis il y a aussi la joie après de se retrouver. Évidemment. Il y a aussi des thèmes assez durs dans son livre. Il y a la question de la dépendance à l'alcool, il y a la question de l'anorexie, les violences sexuelles aussi sur mineurs, avec ce chiffre. Seulement 7% des plaintes pour agression sexuelle sur mineurs sont suivies de condamnation. Là, on a eu d'autres chiffres. Donc, un enfant en France qui est victime toutes les 3 minutes de viol ou d'agression. Et 80%, dans 80% des cas, l'agresseur fait partie de la famille de cet enfant. Et donc,
ce chiffre, donc 7% seulement de plaintes, alors même que l'enfant a eu la force, tu le dis, hein, dans le livre, de témoigner, et là c'est parole contre parole. Oui. Pourquoi tu as choisi d'aborder ce sujet-là qui est d'actualité plus que jamais et très important? Oui. Alors j'ai envie de dire qu'il devrait, en fait, on ne devrait même pas parler de sujet d'actualité, c'est malheureusement un sujet de société. Ouais. Et je pense que ça l'a toujours été, sauf que ce qui est quand même bien, c'est qu'on en parle de plus en plus. Ce qui est très triste, tout est triste évidemment, mais ce qui est vraiment affolant, c'est de se dire qu'on en parle de plus en plus, mais que ça ne change rien dans les faits, sur les condamnations, sur le fait que ça continue, qu'il y a toujours autant de victimes. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même très déprimant de se dire que même les enfants qui vont avoir le courage de parler parce que ils se sentent peut-être un peu plus autorisés à parler qu'avant, avec des parents qui vont peut-être un petit peu plus s'ouvrir à la parole, c'est un peu moins tabou, ils le voient à la télé, on en parle, machin, donc ça peut aider à formuler ces choses-là qui sont pratiquement informulables, honnêtement, quand on est enfant ou adolescent, déjà même quand on est adulte, donc voilà. Mais malgré ça, malgré la parole de l'enfant qui heureusement commence à émerger, dans les faits, les agresseurs sont pratiquement jamais inquiétés. C'est-à-dire qu'au-delà de ne pas être condamnés, très souvent ça ne va même pas jusqu'au procès. C'est ça. Parce que, comme il n'y a pas de preuves, évidemment que la présomption d'innocence c'est important. Mais il y a un moment où pourquoi la parole de l'enfant vaudrait moins que la parole d'un adulte? Et on peut quand même s'interroger là-dessus. Quel enfant a pour intérêt, déjà quel enfant inventerait des choses pareilles, et quel est son intérêt de raconter des choses comme ça? Il n'est pas encore censé connaître ces choses-là. Mais bien sûr, et puis même si c'est plus tard à l'adolescence, c'est pas quelque chose, c'est déjà tellement dur à dire si c'est vrai. Alors franchement, et puis souvent c'est tellement étayé, c'est vécu quand c'est raconté, donc c'est évident que c'est vrai. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il faut condamner les gens sans preuve, mais quand même, ne pas condamner autant de gens qui vont ensuite reproduire qui vont donc agresser d'autres. Et parfois, on ne les condamne pas alors qu'il y a plusieurs enfants qui ont parlé, plusieurs enfants ou ados qui ont témoigné. Et il y a un moment, ça devrait s'appeler un faisceau de preuves. Évidemment qu'il n'y a pas de témoins. Évidemment que les agresseurs ne vont pas agresser en disant « Hey, regarde ce que je fais, parce que comme ça, tu pourras témoigner contre moi. » Évidemment qu'il n'y a pas vraiment de preuves et qu'en plus, comme la parole de l'enfant ne se fait pas le lendemain, on ne peut pas trouver des traces d'ADN ou de viol, s'il y a viol, ou des agressions. On ne peut pas trouver de traces tangibles, médicales, puisque la parole, si elle se libère pas non plus dans l'heure. Donc, non, il n'y a pas de preuves, mais il faut les écouter, il faut les entendre, ces enfants-là. Moi, ça ne me révolte pas. Voilà. Donc, il faut trouver une solution pour soigner notre société, pour que ça s'arrête, parce que c'est que des cercles vicieux. Parce que plus ça arrive, parce que souvent aussi, les agresseurs, pas toujours, mais ont été eux-mêmes agressés dans leur enfance, ils reproduisent des schémas. Il faut casser ces putains de schémas qui sont criminels et qui détruisent des vies. Et il faut écouter les enfants. Et j'ai envie de dire que même si la personne n'est pas condamnée, il faudrait, je ne sais pas, une espèce de truc entre les deux, où au moins l'agresseur ne soit, même s'il n'est pas condamné, s'il ne va pas en prison, même si ce n'est pas prouvé, parce que ça ne l'est pratiquement jamais, de faire en sorte que l'agresseur ne soit plus jamais en présence de l'agressé. Ce serait quand même un minimum, même dans le doute en fait. Voilà. Et c'est pas le cas. Et quand c'est le il y a un énorme chemin. Et toutes ces mères qui sont obligées de continuer à présenter l'enfant et de continuer à le déposer chez le père alors que le père a agressé sexuellement l'enfant, qu'on sait que l'enfant ne veut pas y aller. Mais moi, je serais mère. Mais moi, je le dis, hein, j'assume, je serais mère. Et je saurais que le père a agressé mon enfant, je m'en fous, je suis hors la loi, je n'y vais pas. Ben, mettez-moi en tôle, je m'en fous, je change de nom, je change de pays. Jamais on me forcera à déposer mon enfant chez quelqu'un dont je sais qu'il va le violer, en fait. Mais qu'est-ce que vous demandez à ces mères-là? Et après, on les condamne en plus parce qu'elles ne présentent pas l'enfant. Moi, ça me bouleverse, ça me retourne. Je ne pouvais pas ne pas écrire là-dessus.
Tu parlais de cercle vicieux, il y en a un autre, celui du harcèlement scolaire, là aussi, qui est de plus en plus prégnant, j'ai envie de dire, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Affreux, ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à ces enfants qui sont harcelés et aussi à leurs parents, en fait, qui sont désemparés et impuissants complètement face à la tristesse et la solitude de leur enfant? Et qui souvent passent complètement à côté parce que l'enfant veut protéger ses parents, tellement il a honte. Il se rend compte trop tard. Et en fait, à la maison, il fait bonne figure. Et les parents culpabilisent tellement de rien avoir vu, de ne pas avoir pu protéger leur enfant. Et c'est parfois dans des familles où le dialogue est plutôt ouvert. C'est même pas ça. Hein. C'est parce que c'est horrible. Alors, il en a honte en fait. Mais il en a honte. En fait, c'est affreux. À partir du moment où un groupe, où il y a plusieurs personnes qui se mettent contre une personne et où ça se répète, donc c'est donc ce qu'on appelle le harcèlement, il y a un phénomène de... En fait, on ne peut plus penser qu'à ça. Ouais. L'enfant, il est en boucle. Il est comme dans une prison mentale. Où en fait, en plus tous les jours, si ça se passe à l'école, tous les jours, il doit y retourner, il sait qu'il va revenir le soir aussi, et voilà, et en plus avec les réseaux, ça continue, ce qui veut dire que cet enfer, en fait, on voit pas de port de sortie, l'enfant ne voit plus de port de sortie, et même souvent, même quand l'enfant, encore une fois, a le courage de parler, il n'est pas toujours entendu par le personnel enseignant, la direction, machin. Je ne suis pas en train d'attaquer, de toute façon, pour moi, les profs sont des héros. Maintenant, être prof aujourd'hui, vraiment, chapeau bas. Mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de situations où l'enfant n'a pas été tant protégé que ça, tant entendu que ça. C'est un peu banalisé. On se dit, ouais, bon, d'accord, il t'a... Ouais, d'accord, il t'a un peu moqué, machin. C'est gentil. Voilà. Alors que ça peut être vraiment affreux. Et encore une fois, quand on n'entend pas un enfant, quand on n'entend pas un ado, c'est extrêmement destructeur. Et donc, il retourne souvent cette destruction sur lui-même en attentant à sa vie ou en se scarifiant, enfin voilà, en développant des désordres alimentaires. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler. Il faut évidemment libérer la parole et surtout, c'est pas seulement libérer la parole, entendre et agir. Agir surtout. Tu as écrit, on le disait, ce premier roman. Ce qui est drôle, c'est que moi, je t'avais vu sur un seul en scène où tu incarnais justement une femme qui était passée à côté de sa vie en s'empêchant d'écrire. Oui. Tes deux parents écrivaient aussi. Et alors, tu as pris la plume finalement après le décès de ta maman. Est-ce que c'était aussi une façon finalement de lui rendre hommage, de te rapprocher d'elle peut-être avec ce premier roman aussi? Oui, c'est sûr. C'est marrant que tu parles du seul en scène parce qu'effectivement, c'est ce seul en scène qui m'a débloquée. C'est là que j'ai eu un déclic sur scène. Parce que tu avais envie d'écrire depuis longtemps en fait. Oui, mais je me le disais pas trop. Je me disais que je vais le faire un jour quand j'aurai le temps. Enfin, on se trouve toujours plein d'excuses dans ces cas-là. Et en fait, à force de dire depuis des mois aux gens, arrêtez de vous empêcher, et en l'occurrence là, je parlais de quelqu'un qui s'empêchait d'écrire, parce que pour plein de raisons, la personne avait enterré son envie d'écrire très très profondément. Et à partir du moment où j'ai perdu maman pendant les répétitions de ce seul en scène, j'ai joué le seul en scène. Et en fait, je pense que le combo de ces deux événements a fait comme une explosion dans ma tête. Il y a un moment, ça a fait... Il faut que j'écrive maintenant, en fait. Maintenant. En fait, ouais. Et c'est sorti très vite. Du coup, je pense que je m'étais tellement retenue. Que quand on retient quelque chose pendant longtemps, ça sort un peu comme une explosion, comme un accouchement. Comme un accouchement, j'allais dire, ouais. Et d'ailleurs, le premier chapitre que j'ai écrit, c'était le chapitre de l'accouchement. Ouais, exactement. C'est pas hasard, tout ça est vraiment très lié. J'ai vécu cette première écriture comme un accouchement. En même temps, c'est effectivement pour me rapprocher de ma maman, qui elle avait attendu si longtemps avant d'être publiée, de publier son premier roman et de finaliser son premier roman. Elle écrivait beaucoup quand elle était très très jeune. Elle a complètement arrêté, elle a repris à la retraite. Okay. Et j'avais pas envie d'attendre aussi longtemps. Ah oui. Et voilà, c'était un peu une façon de dire, maman, regarde-moi, je l'ai fait un peu plus tôt. Et en plus, j'ai été éditée chez Albin Michel. J'ai beaucoup de chance d'être dans une très grande maison. Je cite un petit extrait d'un de ses romans au tout début. C'est imprimé dans mon roman et mon éditrice a eu cette phrase sublime. Elle m'a dit, comme ça ta maman sera aussi éditée chez Albin Michel. Ah, c'est beau, ouais. bien sûr qu'elle est fière.
Donc voilà, ça, bon, évidemment, on a chialé toutes les deux parce que j'ai la chance d'avoir trouvé une éditrice exceptionnelle en la personne de Lina Pinto chez Albin Michel. Et c'est important de trouver un éditeur qui nous comprend, qui nous accompagne et qui est enthousiaste, quoi, qui est avec nous. Tu as précisé justement que tu avais trouvé cette maison d'édition sans l'aide de ton mari. Pourquoi tu as eu besoin de cette précision? Est-ce que tu te sens encore cantonnée à cette image de femme? Alors moi, dans mon être, pas du tout. En revanche, les commentaires... Alors quand on parle des réseaux sociaux et de harcèlement, alors bon, moi j'ai 50 ans, donc je sais me défendre et je sais mettre beaucoup plus de recul. Mais quelque part, je peux un tout petit peu comprendre ce qu'on peut ressentir en termes de harcèlement, même si évidemment j'y mets vraiment des gros guillemets, parce que j'ai reçu, surtout récemment, et en fait surtout avec la sortie de mon roman, où j'ai été un peu plus exposée médiatiquement, et j'ai reçu vraiment des montagnes de merde, hein, je pense qu'on ne peut pas le dire autrement, pardon pour le gros mot, de commentaires haineux sur Instagram ou Facebook, enfin voilà, sur les réseaux, de gens qui ne savent pas du tout, qui ne me connaissent pas en tant qu'artiste en fait, hein, qui évidemment m'ont jamais vu sur scène, peut-être n'ont même jamais ouvert un livre de leur vie, hein, honnêtement, vu le nombre de fautes d'orthographe par commentaire, mais et qui gratuitement déversent leur haine. Alors je sais que les gens qui déversent de la haine sont des gens malheureux. Si on n'est pas malheureux, on ne fait pas ça en fait. On a autre chose à faire de notre vie. Puis, voilà, surtout déverser de la haine sur des gens qu'on ne connaît pas. Hein, vraiment, là, prendre du temps, hein. prendre du temps pour le faire, voilà. Donc je sais que quelque part, la vie c'est déjà vengé. J'ai pas besoin de. Je sais qu'ils ont des vies atroces, certainement ces gens-là. Mais quand même, on s'interroge en se disant mais pourquoi autant de haine? Pourquoi je me prends autant de haine alors que tout ce que j'ai fait, c'est écrire un livre qui parle d'amour quand même. Parce que je parle de maternité. Effectivement, je l'ai écrit toute seule, oui, comme n'importe quel romancier écrit toute seule son roman. Et puis j'ai trouvé une éditrice toute seule. De toute façon, mon mari n'est pas éditeur, hein, donc il connaît personne dans le milieu de l'édition. Enfin voilà. Et puis quand on est Albin Michel, on n'édite pas pour faire plaisir à. Enfin, je veux dire, bon, en fait, ça n'a pas de sens. Donc oui, j'ai trouvé cette éditrice merveilleuse en lui envoyant comme n'importe qui mon manuscrit et elle m'a répondu que, enfin, voilà, avec plein d'éloges que je dirais pas là, voilà, mais ça m'a rempli de bonheur et de joie. Et en fait, que ça devienne sur les réseaux un truc de oui, sans son mari elle serait rien, oui, on sait pourquoi elle est éditée, ou alors elle veut plus d'argent. Enfin, si les gens savaient à quel point écrire ne rapporte pas vraiment, à moins d'être Guillaume Musso, faut faire autre chose comme métier, hein, pour avoir de l'argent. Donc non, j'ai évidemment pas écrit pour ça. Et en fait, tous ces qui naissent de jalousie, qui naissent forcément de mal-être. Sauf qu'en fait, il y a un moment où il y a des gens qui disent non mais il faut pas commenter les haters, il faut pas. Il faut les bloquer ou. Oui, il faut les. Mais il y a aussi un moment où quand il y en a vraiment beaucoup comme ça, on peut aussi dire stop. En fait, vous n'avez pas le droit de m'insulter. C'est vrai, bien sûr. Donc je vois pas pourquoi je ne répondrais pas à ça. Vous n'avez pas le droit de m'insulter. Pourquoi on serait dans un monde où les insultes font partie du parcours? Non. Et j'appelle même pas ça le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est qu'on nous critique sur notre travail. Moi, si vous avez lu mon livre et que vous avez envie de me dire des choses que vous n'avez pas aimées dans mon livre, allez-y. Ça, oui, c'est le revers de la médaille. Où vous me voyez au théâtre, vous avez une critique à faire sur... C'est constructif. Ça, c'est le revers. On peut appeler ça... Enfin, voilà. On a des bonnes critiques, des mauvaises critiques. Soit. En revanche, me faire insulter par des gens qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas mon parcours, qui ont juste envie de me déverser leur haine parce qu'ils sont mal dans leur peau, non, vous n'avez pas le droit. Voilà. Et puis, en plus, pardon, je rajoute, mais en 2026, dire à une femme, sans ton mari, tu serais rien, waouh. Oui, il y a encore du chemin. Ah ouais, c'est un peu triste. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme auteur, comme écrivain? Tu peux le dire? Tu l'assumes, ouais. Ah oui, je le dis, d'autant que j'ai déjà écrit le deuxième, même s'il n'est pas finalisé. Bah oui, parce que mon éditrice, en fait, avec qui donc, je m'entends très bien et voilà, qui aime beaucoup ma façon d'écrire, mon travail, avec qui on a complètement connecté artistiquement, m'a demandé d'écrire un deuxième avant la sortie du premier. Elle m'a dit,
Déjà, elle veut méditer encore. Elle m'a dit le mieux, c'est de l'écrire avant la sortie du premier. Parce que si ça marche super bien, on peut avoir la pression de est-ce que le deuxième sera aussi bien accueilli. Ouais. Si ça marche pas, on peut se dire ah ouais, mais donc ça sert à rien d'en écrire un deuxième, parce que de toute façon, le premier n'a pas marché. Hein. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux l'écrire avant. Ok, donc c'est un travail c'est un travail important, quoi, parce que du coup ça... Ah non, mais moi je vais finir ma vie en écrivant, enfin il n'y a pas de cas où maintenant je vais arrêter d'écrire. En plus de ta carrière de comédienne. Ah mais complètement. Sauf que la carrière de comédienne, je sais qu'à un moment, on va m'arrêter avant peut-être que moi je veuille m'arrêter, parce que c'est comme ça, c'est la réalité du métier. Il y a quand même assez peu de comédiennes qui passent la barre d'un certain âge, ou en tout cas on travaille beaucoup moins. Ouais. Et donc, déjà, j'avais d'autres idées par exemple, je sais que je vais donner des cours de théâtre parce que j'adore la transmission et que ça, je sais qu'un jour, j'ouvrirai mon école de théâtre. Mais écrire, mais ça, en plus, ça m'emplit tellement, je me sens tellement à ma place quand j'écris. Il est hors de question que j'arrête d'écrire. Et pour notre plus grand bonheur, normalement. Vraiment, je conseille ce livre à tout le monde. Encore une fois, hommes, femmes, mères, jeunes femmes, grand-mères. Tous les âges peuvent s'y retrouver et tous les sexes aussi. Merci infiniment, Hélène. Merci beaucoup.